Bonjour, aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir les auteurs de l'ouvrage Le grand livre de la santé métabolique, Evelyne et Sophie, qui vont nous partager leur expérience et leur expertise. Cette interview s'inscrit dans la continuité de leur précédent échange avec Marion Kaplan, que je vous recommande vivement de regarder si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, nous allons voir que certaines maladies, souvent considérées comme incurables, peuvent être réversibles grâce à des approches dont la réduction thérapeutique des glucides, qui consiste par exclure ou limiter les aliments transformés, les aliments riches en glucides comme les féculents, certains fruits comme les tropicaux, ainsi que certaines huiles obtenues par des procédés industriels. Cet ouvrage, il est pour qui? Eh bien, je dirais pour tous sans exception. Et surtout, si vous êtes en plus concerné par le diabète de type 2, l'obésité, la maladie du foie gras ou d'autres problématiques de santé comme les ovaires polykystiques, la fibromyalgie, la fatigue chronique, entre autres. Cette interview vous apportera des éclairages concrets et des pistes d'action pour reprendre le pouvoir sur votre santé ou accompagner vos proches dans cette démarche. Commençons sans plus attendre avec Evelyne et Sophie qui sont au Canada dans la province du Québec, qui vont se présenter en partageant les moments clés de leur parcours et leur vision unique de la santé. Evelyne, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je suis médecin de famille, donc médecin généraliste depuis 2015. C'était ma deuxième carrière, en fait. Avant, j'étais traductrice et je rêvais de faire une différence et de d'apporter ma contribution au monde et à la société. Et donc, je suis devenue médecin. Et dans les mois qui ont suivi l'obtention de mon diplôme en médecine, j'ai commencé à pratiquer et j'ai été confrontée au tsunami de maladies chroniques qu'on pourrait dire liées au style de vie, mais qui sont plutôt en médecine générale vues comme des maladies chroniques qu'on traite avec des médicaments, qu'on accompagne vers une détérioration lente et progressive et inexorable, parce que tout le monde sait bien sûr que les maladies chroniques qui sont liées au style de vie, eh ben, elles sont chroniques et progressives et il y a rien à faire. Et ça a été les premiers mois de ma pratique comme médecin. Et puis, j'ai lu le livre Code d'obésité de Dr. Jason Fung, qui est un néphrologue au Canada aussi, et qui a écrit le guide complet du jeûne et d'autres livres très intéressants aussi, dans lesquels il parlait de résistance à l'insuline, d'hyperinsulinémie chronique, de tous les maux que ça apportait, en fait, que c'était la racine de nombreux problèmes de société, des problèmes de santé de notre société moderne qui n'existaient pas jadis ou qui étaient très rares. Et je suis allée me former auprès de lui et ça a complètement transformé ma pratique comme médecin de famille. Je me suis intéressée à la résistance à l'insuline et donc, par ce fait, je me suis intéressée à comment faire pour inverser la résistance à l'insuline et donc aller attaquer la racine de nombreux problèmes que je croyais, parce que c'est ce qu'on m'enseignait, que je croyais chroniques et progressifs et sur lesquels, on n'avait pas de pouvoir. Le seul pouvoir qu'on avait, c'était de bien prendre ses médicaments, dans le fond. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la santé, à la médecine métabolique, à la santé métabolique et que je pratique. Donc, c'est la médecine que je pratique depuis et c'est celle dont on parle dans le grand livre de la santé métabolique aux éditions Thierry Sucard qui vient tout juste de sortir. Merci Evelyne. Et du coup, c'est une belle rencontre avec Sophie. Sophie, est-ce que vous justement vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça s'est passé cette rencontre? Ah oui, absolument. En fait, moi, je viens d'une famille où l'obésité était assez générationnelle. Ma maman a été au régime toute sa vie. Moi, j'ai grandi dans cette aura de Sophie, si tu veux pas être grosse comme tout le monde dans la famille, tu dois ceci, cela. J'étais toute petite, ma mère voulait m'éviter les frasques d'avoir à naviguer là-dedans. Mais toujours est-il que toute ma vie adulte, j'ai fait des régimes à répétition, les fameux régimes yo-yo, régimes hypocaloriques, où j'avais beaucoup de colère, où je sentais que j'étais pas assez bonne parce que j'étais pas capable de durer, j'arrivais pas à tenir le fil. Donc je perdais un certain nombre de poids et à un moment donné,
au Québec, on dit pas pire, pas pire pour dire c'est pas si mal. Puis moi, je pognais la pas pirite, c'est-à-dire je me sentais pas pire. Je me disais, hey, je venais de perdre 15 kilos, 20 kilos, puis je me sentais évidemment beaucoup mieux. Mais ce que je ne connaissais pas à l'époque, c'était le métabolisme humain, toutes les adaptations que le corps fait pour nous donner la faim, pour nous envahir dans notre tête, pour que on arrête de le restreindre en termes de calories. En 2018, moi aussi, c'est une deuxième carrière. Evelyne et moi, on se ressemble beaucoup sur beaucoup de points dans notre parcours de vie. Moi aussi, c'est une deuxième carrière. J'ai été directrice de banque pendant mes 13 premières années de vie professionnelle et adulte. Et j'ai vraiment fait un virage à 180 degrés. J'ai fait 10 ans d'études. Je suis neuroscientifique maintenant. Et dans ces 10 ans d'études-là, j'ai 4 enfants, dont 3 bébés au moment de mes études. J'ai pas besoin de vous dessiner le portrait. J'étais à la fin de mes études, j'étais vraiment, atterrée, ensevelie sous la fatigue physique, mentale, morale et tout ça et une personne dans ma famille proche qui pratiquait l'alimentation cétogène depuis quelques mois, qui chaque fois nous en parlait, je changeais de sujet. Tu sais, au lieu de m'opposer à lui, au lieu de lui dire: Écoute, j'étudie dans la faculté de médecine de l'Université de Montréal, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, évidemment que ça n'a pas de sens, cette histoire. Mais toujours est-il que à un moment donné, à l'été 2018, il a utilisé une phrase qui a été percutante pour moi. Puis il me dit, il voyait que je dépérissais au point j'allais me cacher lors d'une fête de famille, j'allais me cacher dans la toilette pour pleurer parce que j'avais de la difficulté à tenir une relation, juste une discussion de base. Puis il m'a pris dans le coin, puis il m'a dit: «Pourquoi tu essayes pas? Tu quoi à perdre? C'est juste de l'alimentation». Et c'est vraiment cette phrase-là qui a fait la différence. Je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à fouiller dans les articles scientifiques. C'est une de mes, déviations professionnelles. J'adore lire la littérature scientifique. J'ai lu, puis tout ce que j'entrais dans le moteur de recherche, je voyais que du positif. Et c'est comme ça qu'on a fait le virage et ça a été une révélation pour moi et pour mon conjoint. Si bien qu'on a décidé d'avoir une famille céto. Donc dans la famille, nous, on mange cétogène depuis 2018. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, tout ce changement-là a été l'épiphanie. Pourquoi? Parce que je venais enfin de trouver une alimentation qui me redonnait la santé mentale, certes, mais aussi j'avais de l'énergie. L'autre truc, c'est que je me sentais pas au régime, je me sentais pas privée, j'avais pas faim. Parce qu'une caractéristique des régimes hypocaloriques, c'est qu'on est constamment en train d'avoir faim. On a faim, faim, faim. On regarde dans l'assiette du voisin, on envie l'assiette du voisin, on se demande pourquoi nous, on peut pas manger ça. Moi, j'ai toujours l'expression, je regardais un gâteau et je prenais 2 kilos. Donc, sans l'avoir mangé, j'ai cette facilité-là à prendre du poids. Mais l'alimentation cétogène a rééquilibré mes signaux de satiété. J'avais plus envie de manger l'assiette du voisin. J'ai vraiment fait un virage entre, ah ouais, ça, je peux pas. Non, ça, je peux pas. Non, non, ça, je peux pas. Je suis vraiment arrivée à ça, je ne veux pas. Non, ça rentre pas en moi. J'avais pas le goût de perdre cet état, cette clarté-là que j'avais. Donc, ça a été vraiment un changement majeur. Et étant donné que je lisais beaucoup, beaucoup la littérature scientifique, j'ai fait partie de groupes d'alimentation réduite en glucides et tout ça. Je suis arrivée sur un groupe où l'équipe médicale de Evelyne était, puis je répondais à beaucoup, beaucoup de questions. Puis là, on est venu me recruter pour me dire: Hey, ça tenterait-tu de faire partie de notre équipe? C'était pas du tout dans mon radar professionnel. Je suis neuroscientifique, c'était vraiment pas dans mon radar professionnel. J'ai eu le goût d'embarquer parce que ça me passionnait. Rien de moins, ça me passionnait, puis je rencontrais des gens qui étaient aussi passionnés que moi. Donc j'ai sauté le pas avec, le programme Reversa que Evelyne avait créé à l'époque et rapidement, j'ai vu ici au Québec, la diplomation, toutes les formations qu'on suit, c'est important. Donc j'ai décidé de retourner faire une maîtrise en nutrition. Donc voilà, je suis pas encore diplômée, mais ma maîtrise est terminée, est en train d'être juste peaufinée et corrigée. Je vais recevoir le papier. Je pourrais enfin dire j'ai une maîtrise en nutrition. Je ne suis pas nutritionniste. Je ne ferai pas partie de l'ordre des nutritionnistes. Cependant, les bases professionnelles, expérimentielles, si je peux dire ça comme ça, et académiques maintenant, font en sorte que j'ai énormément de connaissances dans tout ce champ qui touche la santé humaine, la santé métabolique et la nutrition.
Mais en tout cas, bravo pour ce travail d'équipe, hein, parce que vraiment quand on lit le livre, mais je trouve ça voilà, vous avez fait vraiment un excellent travail et je vous rejoins sur le régime cétogène que moi aussi j'ai adopté. Pourquoi? Ben en effet, j'ai découvert les mêmes choses que vous. Je veux dire cette clarté mentale, c'est pas seulement physique pour lutter contre un diabète ou voilà, mais c'est vraiment une alimentation, je pense, qui peut convenir à beaucoup de monde. Alors on va en reparler parce que vos livres, justement, il est là pour apporter différentes solutions. Parce qu'il y a une réalité, c'est les maladies métaboliques qui touchent un nombre croissant de personnes, y compris chez les populations jeunes. Et souvent, les personnes n'ont pas forcément les connaissances et ne savent pas comment ou quoi faire. Alors, Evelyne et Sophie, je dois dire que votre livre s'adresse à tous. Il est facile à lire grâce à la manière dont vous avez amené et présenté les choses. C'est un précieux outil pour toutes les personnes concernées par ces troubles qui veulent mettre des solutions en place. Alors, Evelyne, justement, on parle du diabète de type 2, mais pourquoi des conditions comme les ovaires polykystiques ou la fibromyalgie répondent-elles si bien à une réduction des glucides? Je dois dire que ce ne sont pas tous les diabètes de type 2 ou toutes les fibromyalgies ou toutes les formes d'ovaires polykystiques qui répondent à 100. Il n'y a jamais rien qui fonctionne à 100 en médecine ou dans le corps humain, hein, donc on peut pas appliquer une seule formule à tout le monde et espérer obtenir un 100 chez tout le monde. Mais dans la majorité des cas, ces pathologies ont une racine commune qui est l'hyperinsulinémie chronique, donc d'avoir trop de l'hormone insuline dans son sang tout le temps. Donc chaque jour, tous les jours, d'avoir trop d'insuline et avec le temps, le fait d'avoir autant d'insuline en circulation, c'est un déséquilibre qui amène une résistance dans les cellules du corps et cette résistance à l'insuline-là est la racine de tous les problèmes que vous avez nommés chez bien des gens et de beaucoup d'autres problèmes que vous n'avez pas nommés encore, mais je sais qu'on va en parler, plus tard dans l'entretien. Et donc, les ovaires polykystiques, en réalité, docteur Jason Fung appelait ça le diabète des ovaires. Le diabète de type 2, il y a trop de sucre dans le sang. Mais s'il y a trop de sucre dans le sang, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le corps n'est plus capable de gérer parce que normalement, il y a un taux de sucre dans le sang normal, à l'équilibre, que nos hormones, que notre corps gère pour garder cela à l'intérieur d'une fourchette optimale. Ça, c'est quand on va bien, quand on est en bonne santé, un être humain, normalement, devrait être capable de réguler cela et a le métabolisme pour réguler cela. Quand il y a des déséquilibres, par exemple, quand on a une alimentation qui est trop riche en glucides, constamment, chaque jour, tous les jours, à chaque repas, il y a trop de glucides, hein. Vous connaissez bien les glucides, j'imagine. Les pains, les pâtes, les pommes de terre, le riz, les fruits, les desserts, les sucres, le sirop d'érable. Malheureusement pour les Québécois, le sirop d'érable, c'est un glucide. Le miel et cetera. Eh bien, les légumes aussi, mais bien sûr dans une moindre mesure. Mais quand il y en a trop dans notre alimentation, cela oblige le pancréas à sécréter beaucoup d'insuline, souvent de l'insuline, et donc chez les individus, chez la majorité des individus, et il va se développer une résistance qui va entraîner des pathologies. Et là, on ne développe pas tous les mêmes pathologies, on n'a pas tous le la génétique ou les prédispositions, les mêmes prédispositions. Donc quelqu'un qui est en résistance à l'insuline peut développer un syndrome des ovaires polykystiques, une maladie du foie gras, et quelqu'un d'autre peut développer, par exemple, davantage d'obésité, de fatigue chronique, de douleurs chroniques, de brouillard mental. On n'est pas tous égaux face à aux manifestations. En quoi ça va se manifester comment chez vous, la résistance à l'insuline? Ce qui nécessite souvent un suivi en parallèle avec les personnes. Oui, Merci, absolument. merci Evelyne. Alors il y a aussi, là pour Sophie, une autre problématique qui revient de plus en plus souvent, c'est la stéatose hépatique non alcoolique, le foie gras qui devient de plus en plus fréquente. Quels sont vos conseils pour prévenir ou inverser cette condition, surtout chez les enfants et les jeunes? En fait, la maladie du foie gras ou la stéatose hépatique non alcoolique,
dans la communauté scientifique et médicale, on tend à vouloir changer le nom pour l'appeler la maladie stéatodique du foie liée à un dysfonctionnement métabolique. Ça devient un très grand nom, mais au moins, ça va lier la pathologie à quelque chose qui est beaucoup plus près de sa cause, de son étiologie. Le foie gras, souvent les gens vont avoir tendance à penser qu'on obtient le foie gras en mangeant du gras, alors qu'on devrait appeler ça le foie sucré parce qu'on l'obtient en mangeant trop de sucre. En fait, quand le glucose sanguin monte trop haut, c'est un problème, c'est un gros signal d'alarme parce que quand le glucose sanguin monte trop haut, ça a le potentiel de briser l'intérieur des vaisseaux sanguins et de briser aussi les nerfs, nos fameux neurones, les cellules nerveuses. Et ça s'appelle la glucotoxicité. C'est pourquoi l'insuline a ce rôle si important de maintenir la glycémie dans des zones physiologiques et optimales. Quand il y a trop de glucose sanguin et qu'il y a du glucose sanguin au-delà de nos besoins de dépenses énergétiques, un des mécanismes du corps pour se protéger de ça, c'est de convertir le glucose sanguin en gras, de le convertir en triglycérides. Et si on est dans une alimentation fortement chargée en glucides, en aliments transformés, en sucre raffiné, en boulangerie, donc plein d'entrées de sucre constamment, plusieurs fois par jour, le foie, à un moment donné, il est submergé dans son besoin de convertir le glucose sanguin en gras et il va avoir tendance à se stocker lui-même. Et donc, quand il se stocke lui-même, c'est comme ça qu'on voit apparaître les accumulations de gras au niveau du foie. On se rappelle que le foie, c'est pas un organe de stockage. Donc, quand le foie stocke du gras, il perd de ses capacités fonctionnelles, il devient embourbé, il est évidemment moins optimal dans ses fonctions, dans sa façon de faire son travail. Et ça, c'est pas souhaitable, c'est pas souhaitable. Et un des pires sucres qui existent, alors que c'est un sucre parfaitement naturel, mais le fructose, le sucre naturel des fruits, mais qui est aussi la moitié de chaque molécule de sucre blanc que l'on mange qui est ajouté, ou encore le sirop de maïs. Le sirop de maïs, c'est à forte teneur en fructose, donc on a augmenté le ratio de fructose dans le sirop de maïs. Alors, dans les produits commerciaux, on va souvent utiliser ces sucres-là parce que ces sucres-là sont peu dispendieux, donc on peut en mettre beaucoup. On sait que le sucre crée de la dépendance, donc on sait que si nos aliments sont sucrés, les gens vont avoir tendance à en manger plus en termes de quantité, mais plus souvent aussi en termes de fréquence. Ils vont avoir de la difficulté à suivre un plan qu'ils se sont fixés pour leur santé. C'est voulu, c'est calculé, c'est fait pour ça. Donc, quand on a beaucoup de sucre blanc, on a la moitié qui est du fructose. Quand on boit des boissons gazeuses, il y a beaucoup de fructose. Le jus de fruits, c'est un tsunami de fructose. Et le fructose a la particularité que pour être utilisé par le corps, ça prend une enzyme spécifique qui s'appelle la fructokinase. Et il y a pratiquement que le foie qui l'utilise de façon efficace. Donc, quand on prend du fructose, ça devient un missile à tête chercheuse pour le foie et c'est la raison pour laquelle le foie devient submergé à gérer cette quantité de fructose-là. Puis supposons qu'on a une alimentation qui est fortement chargée en glucides, il y a trop de glucose, le foie doit faire la gestion du fructose, la gestion du glucose, le transfert, la lipogenèse de nouveau, créer du nouveau gras à partir des molécules de sucre. Bref, le foie devient facilement embourbé et là, c'est là où on commence à accumuler des réserves de gras au niveau du foie et ça, c'est pas optimal. Mmh. Si vous avez suivi mon raisonnement, comment on renverse un foie gras? Un, en réduisant la quantité de glucides dans l'alimentation, évidemment, parce que moins on en envoie, moins notre glucose sanguin monte, moins on a d'insuline, moins le foie se retrouve submergé à faire la conversion vers le gras. Et deux, plus on va rééquilibrer notre assiette en retirant le sucre, en évidemment augmentant un peu les protéines, parce que souvent c'est ça où on a un problème, d'avoir la quantité adéquate de protéines dans l'assiette, mais aussi en augmentant les bons gras, et on va avoir des meilleurs signaux de satiété. Ça va nous permettre fort probablement de réduire les collations, les snacks entre les repas, et ça va même pouvoir peut-être nous permettre de faire du jeûne intermittent. Et là, on va jouer sur deux panneaux à la fois. On réduit la quantité de glucides qui rentrent lors des repas, mais on réduit aussi la fréquence à laquelle ça entre. Et ça va donner une chance au foie de pouvoir utiliser ses propres réserves et se dégraisser, autrement dit.
Alors merci et ça, on va y revenir, que ce soit donc sur le régime cétogène, le jeûne intermittent aussi, parce qu'en effet, vous indiquez plusieurs, stratégies dans votre livre et ça, on va en parler et j'ai en effet merci d'avoir clarifié ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent: «Je mange que des fruits, je ne mange pas de féculents». Oui, mais il y a une C'est du problématique quand même derrière fructose. ça et donc c'est très intéressant d'avoir posé les bases maintenant et justement pour revenir à l'insuline, justement de votre du chapitre intitulé «L'insuline, de l'excès à la résistance». Alors je trouve ce titre très bien trouvé car la résistance à l'insuline est un facteur clé dans le développement des maladies métaboliques comme le diabète de type 2 ou l'obésité. Et la notion de flexibilité métabolique qui permet au corps d'utiliser efficacement ses réserves énergétiques est essentielle pour retrouver une santé optimale. Mais pour certaines personnes, même avec des interventions médicamenteuses comme l'injection de sémaglutide ou une réduction des glucides, elles peinent encore par exemple à perdre du poids. Alors justement Sophie, comment expliquer cette résistance du corps, que ce soit par une réduction des glucides ou même par traitement médicamenteux? Qu'on constate, en clinique, c'est que les gens qui ont une forte résistance à l'insuline et qui ont un foie gras et qui ont stocké beaucoup de graisse dans la cavité abdominale, qui est pas un endroit qui est vraiment fait pour stocker des graisses. En fait, de manière optimale, on devrait tous, stocker un peu de graisse en sous-cutané. Entre la peau et les muscles, disons, c'est un réservoir, c'est un bon endroit pour mettre quelques réserves de graisse. La nature a jamais voulu qu'on en ait ni trop peu. On est à risque de famine, on ne survivrait pas, mais non plus, on ne veut pas avoir trop de graisse dans le corps, être, ralenti s'il faut courir pour se sauver d'un prédateur, par exemple, avoir un poids sur les articulations qui les use prématurément, et cetera. Donc le corps veut des réserves de graisse, mais pas trop et voudrait optimalement que ces réserves-là soient en sous-cutané et non dans la cavité abdominale et plus il y a de la résistance à l'insuline qui s'installe parce qu'on se rappelle ou on se le dit si c'est la première fois que vous l'entendez, que l'insuline, c'est l'hormone maîtresse suprême du stockage des graisses. Quand on sécrète de l'insuline, il y a un signal dans le corps qui dit: «Ah, on est en mode stockage. C'est le temps de faire des réserves. C'est le temps d'aller mettre de l'énergie dans les adipocytes, les cellules graisseuses. C'est le temps d'accumuler. Ce n'est pas le temps de brûler les réserves de graisse, surtout pas». Et le corps n'est pas fou, il ne fait pas les 2 en même temps. Il ne va pas d'un côté faire des réserves de graisse et de l'autre côté brûler ses réserves de graisse. Il est en mode stockage, il est en mode stockage. Idéalement, on veut alterner mode stockage et mode déstockage et idéalement, tout ça reste en sous-cutané. Or, quand il y a trop d'insuline dans le corps, l'insuline, une des choses qu'elle fait, c'est dire on va aller stocker dans le ventre, dans la cavité abdominale, on va aller stocker dans la bédaine, comme on appelle au Québec. On va aller stocker dans les organes aussi, on va en mettre dans le foie, on va en mettre autour du cœur, on va en mettre dans le pancréas, autour des reins, et cetera. Et ce gras-là, eh bien, c'est un gras qui est un peu dénaturé par rapport à ce qu'on voudrait. C'est des adipocytes qui sont très gros, qui grossissent au lieu d'avoir plusieurs petites, cellules en sous-cutané dans la cavité abdominale. On a des grosses cellules graisseuses qui essayent d'en prendre toujours plus et du fait qu'elles grossissent et qu'elles peinent à contenir tout le gras que l'insuline, force à contenir, il y a de l'inflammation qui s'installe, il y a des fuites qui s'installent. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a de l'inflammation qui se développe en général dans un corps qui est résistant à l'insuline. Donc, on se retrouve dans un contexte où il y a du gras à l'intérieur, il y a du gras dans le foie, il y a de l'inflammation. Et ça, c'est clé par rapport à la capacité à perdre du poids ou pas, la présence d'inflammation, entre autres. Et on rajoute à ça le fait que si on mange plusieurs repas par jour ou si on mange 3 repas ou 2 repas par jour, mais que ces repas sont très riches en glucides et nous font sécréter beaucoup d'insuline, on est en hyperinsulinémie, on est en résistance à l'insuline, eh bien, on est constamment en train d'indiquer à notre corps: «Là, on est en mode stockage. Ah ben oui, là encore, on est en mode stockage. Ah, vous voudriez déstocker? Ben non, on est encore en mode stockage». Et si on est constamment en mode stockage, eh bien, on n'a pas la capacité d'effectuer une bascule métabolique
et de dire: «Eh ben là, c'est le temps de déstocker. Allons brûler ces réserves de graisse. Vous avez pas besoin de 50 kilos de réserves de graisse pour avoir une santé optimale. Vous avez besoin d'avoir effectivement quelques kilos, mais pas 50, 80, 100, ça c'est de la on est dans un corps humain qui est dysfonctionnel et qui va développer des maladies. On est au-delà de l'apparence physique, bien sûr, ici, on est bien au-delà de l'esthétique. Donc, si on est hormonalement coincé en mode stockage et qu'on n'a jamais accès au mode déstockage, au début, quand on s'intéresse, on se dit: «Eh bien, je vais manger moins de glucides. Eh bien, je vais m'entraîner davantage. Eh bien, je vais commencer à pratiquer le jeûne». Tout ça en même temps. Au début, le corps, plus il est résistant, plus il est inflammé, plus il y a de ces grosses cellules adipeuses à l'intérieur, eh bien, plus ça va prendre un certain temps avant d'avoir des résultats. Et là, je dois dire, si vos résultats à vous, c'est la perte de poids sur la balance, ce n'est pas le bon marqueur. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder, ce n'est pas ça qu'il faut suivre. Toutefois, je comprends que c'est plus difficile d'avoir peut-être accès à une analyse de la composition corporelle, à des prises de sang qui nous montrent, à mesurer soi-même sa glycémie, par exemple, pour avoir une idée que les choses à l'intérieur du corps sont en train de se mettre en place, de s'améliorer. Mais on ne peut pas construire Rome en un jour et on ne peut pas défaire de la dysfonction métabolique qui est installée depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. J'ai des patients qui ont 75 ans qui me consultent, que c'est l'histoire de leur vie, qui sont en surpoids depuis probablement 60 ans, 50 ans, qui me disent: «Moi, déjà à 5 ans, quand j'étais enfant, j'étais l'enfant obèse de l'école», à une époque où très peu de gens étaient obèses. Donc, on doit donner du temps au corps pour inverser à l'intérieur cette résistance, cette inflammation-là. Et plus on va le faire, plus on va pratiquer la réduction thérapeutique des glucides, plus on va potentialiser cela avec du jeûne, des périodes de jeûne, des périodes d'exercice, de la musculation, plus on va permettre au corps de basculer dans le brûlage des graisses et la capacité du corps à effectuer cette bascule, à utiliser du sucre, à utiliser du gras, à fabriquer des corps cétoniques et à les utiliser, donc avoir plusieurs sources d'énergie, plusieurs carburants et d'utiliser ce qui est disponible ou ce qui est optimal pour les cellules en question, mais plus on est dans la flexibilité métabolique et plus on est capable de faire ça, c'est facile. Actuellement, je carbure au sucre parce que j'ai une haute demande énergétique. Là, je fais du zone 5. Là, actuellement, je fais de la marche. Je recrute mes cellules, mes acides gras et actuellement, je suis en jeûne ou pas. Bon, puis j'ai des corps cétoniques, je les utilise pour le cerveau et tout va bien, j'ai de l'énergie, de la clarté mentale. Plus on est capable de faire ça, plus on est en bonne santé métabolique. Si on est en mauvaise santé métabolique, on ne peut pas s'attendre à ce que ça s'améliore de manière concrète sur la balance, dès les premières semaines. Il faut être davantage patient et ne pas avoir une visée chiffre sur la balance. Il faut viser: «OK, j'ai d'abord besoin de réparer mon métabolisme, l'intérieur de mon corps, la façon dont ça fonctionne à l'intérieur. Ma paye, éventuellement, ça va être probablement un retour à un poids santé, mais ça ne devrait pas être votre objectif numéro un, ça devrait être votre gain secondaire. La cerise sur le sundae, le bénéfice, le cadeau qui vient dans le processus, de faire ça. Dernière chose que je voudrais dire, Séverine, par rapport à ça, c'est qu'on remarque en clinique parce que moi, je dose régulièrement tous les marqueurs de santé métabolique dans le sang de mes patients et je fais ça depuis 2016, donc à tous les 3 mois, j'ai des milliers et des milliers de cas, donc de prise de sang pour savoir qu'est-ce qui se passe dans un corps. Et Sophie et moi avons remarqué avec la pratique, avec l'expérience, que les gens qui ont beaucoup d'inflammation, donc en particulier des globules blancs qui se situent dans le tiers supérieur de la fourchette normale fournie par les laboratoires et qui ont une protéine C réactive, une CRP qui est élevée. Ces gens-là ont c'est pour ces gens-là, c'est extrêmement difficile de perdre du poids s'il y a beaucoup d'inflammation dans le corps. Il faut attaquer l'inflammation d'abord. C'est que l'inflammation, hein, c'est le système immunitaire qui est déployé, qui combat quelque chose, qui cherche quelque chose. On ne parle pas quand on parle d'inflammation, on ne parle pas
d'enflure, d'avoir les bagues serrées, d'être un peu enflé du visage aujourd'hui. L'enflure, c'est quelque chose d'autre. L'inflammation, c'est le système immunitaire, les soldats de notre armée qui sont déployés. Eh ben, si les soldats de notre armée sont déployés et sont partout dans le corps à combattre, la dernière chose que votre corps veut, c'est laisser aller des ressources. Et des kilos, ben, c'est des ressources, c'est de l'énergie. Donc, s'il y a de l'inflammation, très difficile de perdre du poids. Attaquons l'inflammation d'abord. Ça devrait être ça votre objectif. De toute façon, l'inflammation, très mauvais pour le cerveau, très mauvais pour le cœur, mauvais pour la douleur chronique, mauvais pour la fibromyalgie, mauvais pour la fatigue chronique. Donc, l'inflammation, c'est vraiment une très mauvaise chose quand c'est chronique. Et vous avez mentionné aussi, et ça c'est un point important, que beaucoup de personnes négligent, c'est la prévention et le Mmh. diagnostic. Vous avez parlé de la CRP, et en effet, la prévention des maladies métaboliques repose sur une identification précoce des déséquilibres. C'est vrai que déjà d'avoir une CRP élevée, ça veut dire qu'en effet, ben, il y a des choses qui se sont passées avant. Et c'est vrai que trop Oui. souvent, ben, on attend l'apparition de symptômes graves avant d'intervenir, alors qu'un simple bilan métabolique peut révéler des signaux d'alerte. Et dans le livre, vous retrouvez justement la liste précise de ce que vous devez faire tester par votre médecin avec une description pour chaque marqueur. On vous explique tout. Alors, nous n'allons pas détailler l'ensemble des marqueurs, vous avez le livre pour ça. Mais justement, Evelyne, est-ce que vous pourriez nous partager l'importance de demander certains marqueurs, pas comme la CRP, qui pourraient, en fonction des résultats, indiquer une dysfonction métabolique? Oui, absolument. Vous êtes chanceux en Europe, je pense qu'il y a un peu plus d'ouverture à demander à son médecin: «Pourriez-vous me faire tel test?» En Amérique, on a encore un peu malheureusement cette attitude paternaliste de: «C'est moi le médecin, c'est moi qui décide qu'est-ce qui est important, pour vous ou pas». Alors si vous avez une belle relation avec votre médecin, que vous êtes capable de demander certains tests, vous êtes très chanceux. Demandez l'insulinémie à jeun. Quelle est la quantité d'insuline que votre pancréas vous sécrète alors que vous devriez n'en sécréter pratiquement pas? Ce test-là se fait 12 heures à jeun, idéalement. On veut savoir, ça fait 12 heures qu'on n'a rien mis dans la bouche. Est-ce que le pancréas fait une petite pause ou est-ce que le pancréas travaille, travaille, travaille? Ça, c'est très important. Et il faut comprendre l'interprétation aussi, ça c'est dans le livre, parce que dans les laboratoires, la mesure de l'insulinémie, elle est, suivie originellement, elle était suivie pour les insulinomes, donc les tumeurs qui sécrètent de l'insuline et donc ce que le laboratoire vous propose comme fourchette ou comme éventail dans la normalité, ce n'est pas ce qui est optimal. On l'explique dans le livre, la distinction entre pathologique, normal statistiquement dans la population et optimal pour rester en santé ou prévenir les maladies dans le fond, ou votre objectif à viser pour, inverser votre maladie. Donc l'insuline, c'en est un excellent à demander. Il faut bien l'interpréter et même si l'insulinémie à jeun est normale, ça ne veut pas dire que tout va bien. On explique les nuances et les subtilités et ça, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ne le comprennent pas. L'hémoglobine glyquée, la HbA1c, le taux de sucre moyen dans le sang des 3 derniers mois. Ça, c'est vraiment très important et on a aussi le bilan lipidique. Mais là, ce qui nous intéresse en santé métabolique, ce n'est pas tant le mauvais cholestérol, on l'appelle ainsi, mais ça n'est pas du tout du mauvais cholestérol, mais bon, on l'appelle le mauvais cholestérol, le cholestérol LDL. Je m'intéresse davantage aux triglycérides et au bon, cholestérol, au HDL. Donc ces 2-là, il faut vraiment les demander. Les triglycérides, le HDL, d'ailleurs, si on fait un ratio entre les 2, ça nous dit si notre LDL est pathologique ou si notre LDL est vraiment un bon cholestérol qui fait son travail de transporter de l'énergie, de transporter des molécules du système immunitaire, de fabriquer des hormones. On a besoin du LDL pour faire des estrogènes, de la testostérone. Donc, on a besoin du cholestérol, mais on veut pas qu'il soit dénaturé. Et ça, c'est le ratio triglycérides HDL qui va nous le dire. Donc, on vous explique comment le savoir par vous-même dans le livre.
Je pense que la protéine C-réactive, c'est très important aussi. La formule sanguine complète aussi, donc globules blancs, globules rouges, plaquettes, c'est des indicateurs de vous savez, s'il y a pas assez de globules rouges, on est dans l'anémie, ben, peut-être que vous êtes fatigué parce que vous avez de l'anémie, mais s'il y a trop de globules rouges, peut-être que vous faites de l'apnée du sommeil, peut-être que vous fumez trop, peut-être que vous désoxygénez votre corps et que ça entraîne toutes sortes de conséquences. Donc ce sont des marqueurs qui sont très intéressants. Les enzymes du foie aussi, ALT, AST si on veut, GGT, ça c'est des bons marqueurs. Toutefois, il faut savoir que s'ils sont élevés, ça va vraiment pas bien dans votre foie, mais s'ils sont normaux, peut-être que le foie est quand même stéatosé, mais de manière légère à modérée plutôt, parce que c'est un les enzymes du foie vont s'élever tardivement dans le processus de l'installation de la stéatose hépatique. Donc, si vous avez des belles enzymes, des beaux enzymes, je pense que les 2 féminins, masculins se disent, Oui, si vous avez des sûrement. beaux enzymes hépatiques, on ne peut pas conclure tout va bien. Il faut aller faire une échographie du foie idéalement et on est surpris en fait de ce qu'on voit à l'échographie chez la majorité des patients. Il y a une stéatose hépatique et même de plus en plus les adolescents et les enfants, hein. Si on donne beaucoup de fructose à nos enfants, des jus de fruits, des gâteaux, des desserts, constamment, ce qui est à Les la mode céréales de du nos matin. jours, hein. On dit que le sucre, c'est l'énergie. Eh bien, les enfants aussi développent la stéatose hépatique. Sophie, est-ce que j'oublie des marqueurs qui sont vraiment très, très importants? Non, tu les as pas mal nommés. Les principaux. Il y en a Les plus dans le principaux. livre, mais si on veut pas dépenser trop d'argent, au système ou soi-même ou si on a un médecin qui est un peu réticent, mais avec les marqueurs que je viens de nommer, on a quand même une bonne idée de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ah, merci Evelyne. Et je trouve aussi qu'il y a des outils qui peuvent permettre aux personnes d'être acteurs de leur santé. Je pense au Absolument. port du capteur de glycémie. Alors moi, j'ai fait des Oui! vidéos à ce sujet, mais Sophie, dans quel cas vous le recommandez, ce capteur de glycémie? En fait, comme je suis pas médecin, je peux pas faire la recommandation de le porter, mais je vais vous parler de mon expérience Mmh. personnelle. En fait, le capteur, n'importe qui voudrait avoir l'impact de son alimentation devrait le porter durant la période de 14 jours, qui est la période qui est prévue de fonctionnement du fameux capteur. Les capteurs en continu, ce que ça fait, c'est qu'il y a une petite électrode qui se retrouve dans un espace sous-cutané et qui va être dans le liquide interstitiel, donc le liquide qui se promène autour des cellules. Dans ce liquide-là, il va toujours y avoir une diffusion du glucose qui va être, entre guillemets, l'équivalent du glucose sanguin. Et là, ce qu'on peut voir avec un lecteur en continu, c'est on n'a pas besoin de piquer le bout de son doigt. Souvent, ça fait peur aux gens. Puis, à force de se piquer, ça vient que ça fait mal, là. Donc, on peut comprendre. Mais pendant 14 jours, on a juste besoin de prendre un appareil comme un téléphone intelligent, le mettre sur le capteur et ça va nous donner la glycémie au moment où on prend la lecture. Ce que ça peut nous permettre, c'est de voir que quel truc qu'on mangeait, qu'on croyait inoffensif, parce qu'on a souvent la perception que ce truc-là est santé. On nous a dit que manger ceci, c'était santé, pour peu importe la raison. Et là, on regarde et la glycémie monte. On voit une montagne. Et là, on est capable de voir si on a une montagne très à pic, très haute et très pointue versus une colline qui dure longtemps, longtemps, longtemps. On est capable à ce moment-là de comprendre l'impact de ce qu'on vient de manger ou ce qu'on vient de boire. Parce que souvent, les gens, ils pensent que ce qu'on boit, c'est pas comme manger, hein. Donc, je n'aimerais pas de compagnie, mais tu sais, à l'automne, il y a les fameux lattés à la citrouille épicée, Ouais, très, très Sophie, ils ont peut-être pas ça tendance. en Europe, hein, c'est très américain. Ah, je pense que c'est assez universel, mais il existe des boissons chaudes que l'on peut prendre qui ont énormément de sucre à l'intérieur. On sous-estime ce pouvoir-là parce qu'on le boit, on le mange pas. Et là, si on met le téléphone et qu'on voit que la glycémie a fait une grosse montée, on est capable d'interpréter nous-mêmes ce qui a un impact sur notre propre glycémie. C'est une école extrêmement importante pour comprendre l'impact de ce qu'on met dans notre bouche. Quand on voit les montagnes, si ça monte haut et que ça descend rapidement, il faut conclure qu'on a relâché beaucoup d'insuline. Parce que si la glycémie redescend, c'est l'acte de l'insuline. Et si on a une montagne qui plus à plat, mais qui reste longtemps, 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 ça veut dire que le sucre qu'on a pris est peut-être plus complexe, plus lent
Mais cette hausse-là, elle n'est pas plus souhaitable. On veut avoir une glycémie très, 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 très stable. Une glycémie à travers laquelle on voit pratiquement pas les repas. On n'est pas capable de les voir. On n'est pas capable en regardant un tracé. Dans une alimentation faible en glucides, si on regarde un tracé en continu, c'est à peine on n'est pas capable de discerner. Ah oui, là, on a mangé là. Ça paraît pas. C'est droit, droit, droit. Vous l'avez essayé, Séverine, déjà? Oui, ah oui, oui, bah, c'est comme ça, justement, moi, ça m'a permis en effet de réguler ma glycémie, certes, mais aussi d'adapter l'alimentation par rapport à ce qui me convenait à moi. Voilà. Et c'est comme ça, en Absolument. effet, que je suis rentrée doucement, en effet, dans le régime cétogène. Pourquoi? Parce qu'en effet, les graisses, pour moi, c'est mon carburant. C'est clairement pas les glucides. Même s'il m'arrive d'en manger, il y a pas de souci. Je suis pas non plus totalement en régime cétogène, mais quand même, il me faut davantage de graisse que d'hydrates de carbone, de glucides, de féculents, peu importe le nom Voilà. qu'on nomme, même les fruits, j'en prends, mais c'est pas ce que je vais prendre en majorité, c'est clair. Mmh. Ce Absolument. qui est bien, Mais tout le monde pourra en bénéficier. Ah! Un petit absolument. 14 jours pour voir, vous demandiez à qui ça s'adressait. Tout le monde devrait faire cet exercice-là. Beh, alors justement, je vais sauter sur l'occasion. Voilà. Donc là, je vous partage la pyramide alimentaire, hein, donc de la Société suisse de nutrition. Alors moi, c'est ce que j'enseigne en effet à l'école et je trouve que c'est une base, mais que chacun devrait personnaliser. Et Absolument. et quand vous avez parlé des fruits, justement, c'est vrai que quand on regarde en effet la pyramide alimentaire, parce que ça représente plus ou moins les portions qui devraient être dans une journée, hein. Donc, majorité de l'eau, des légumes, des fruits, des céréales, des féculents, des légumineuses, d'autres céréales, des produits laitiers, des huiles, des graines. Parce que là, cette pyramide alimentaire, moi, je sais pas, je vais vous partager mon impression, mais je ferai vraiment la distinction entre les fruits et les légumes. Oui, en Absolument. fait, nous aussi au Canada, on a le guide alimentaire canadien et depuis toujours, les fruits et légumes sont dans la même catégorie, toujours comme si c'était des équivalents. Ce ne sont pas des équivalents parce que dans les fruits, il y a beaucoup plus de fructose qu'il y en a dans les légumes. Et il y a plein de gens qui n'aiment pas vraiment les légumes et qui se disent, bah, si c'est X nombre de portions de fruits et légumes recommandées par jour, je vais prendre que des fruits. C'est bien, c'est ce qu'on me recommande. Mais c'est pas bien parce qu'il y a trop de fructose, ça va aller au foie, ça va faire du foie gras, c'est trop, c'est trop. Et c'est sucré, c'est comme un dessert. Et les fruits qu'on a aujourd'hui en 2025 ne sont pas tout à fait les fruits qu'on avait jadis, hein. Ils ont été hautement sélectionnés, cultivés, choisis par Hybridé. oui, par l'agriculture pour qu'ils soient de plus en plus gros, de plus en plus juteux, la peau mince, moins de fibres, plus de jus, de sucre. Donc, ce ne sont pas des équivalents, effectivement. Mm. Alors, en effet. Et justement, il y a d'autres. On a lancé un message, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, moi je suis contente qu'il y ait des choses qui changent, qui évoluent au fur et à mesure qu'on a ces connaissances. Donc ça, c'est quand même intéressant. Maintenant, on a quand même des habitudes, et on en a parlé justement avec le sirop d'érable. Donc là, je vais vous partager un autre document. Et là, en effet, ce sont les sucres. Parce que moi, j'ai beaucoup de mamans qui me disent: ah non, mais moi, je donne pas de sucre à mon enfant, hein. J'utilise en effet du sucre de coco, j'utilise du sirop d'érable. Alors, très bon, certes, mais je veux dire, sous le sens au goût, oui. Mais par contre, après, à l'intérieur du corps, bah, malheureusement, j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus, Evelyne ou Sophie, par rapport à ça. Je vais commencer, puis je vais laisser Evelyne naviguer par après. Les papilles gustatives, c'est un récepteur du système nerveux. Ça fait partie du système nerveux. La papille gustative, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transmet l'environnement extérieur qui entre à l'intérieur. Son rôle, c'est de transmettre le message. Quand une molécule sucrée arrive sur la langue, que ce soit du sucre blanc, que ce soit du sirop d'agave, que ce soit du sucre de coco, que ce soit euh, une sucette, un bonbon, une gelée commerciale, peu importe, la papille gustative qui goûte sucré va envoyer le message au cerveau que l'environnement qui vient d'entrer de l'extérieur vers l'intérieur est sucré et le corps va s'y préparer, indépendamment
que ce soit du sucre dans un fruit, que ce soit du sucre dans un gâteau, que ce soit du sucre d'un biscuit qu'on a fait maison, parce on l'a tout fait. Donc, ça, c'est le rôle de la papille gustative, de transmettre ça. Mais le sucre qui arrive sur la langue, il n'y a pas un petit drapeau pour dire, ah non, moi, je suis inoffensif, mon indice glycémique est plus bas. Donc, ça donne le même effet. Et là, je vais laisser Evelyne parler de l'impact du sucre, peu importe les sources. En fait, on va se le dire, une molécule de glucose, c'est une molécule de glucose. Que ce soit une molécule de glucose issue du sucre blanc, que ce soit une molécule de glucose issue d'une date qu'on a utilisée pour sucrer notre dessert, c'est une molécule de glucose et à l'intérieur du corps, elle va avoir le même impact, le même effet, elle va déclencher les mêmes mécanismes, elle va faire sécréter la même insuline. Donc, s'il y a du sucre, peu importe sa provenance, que ce soit du sucre bio ou du sucre pas bio, du sucre chimique, que ce soit, peu importe, du sirop d'agave ou du miel cru, du miel pasteurisé, du miel ultra transformé ou pas, une molécule de glucose, c'est une molécule de glucose. Et ça va faire réagir le pancréas, ça va faire sécréter de l'insuline et il va y avoir cette petite demi, dans le fond, parce que prenons le sirop d'érable, par exemple, ou le sucre de table blanc, ou le sucre de coco, si vous voulez. Ben, on a une molécule de glucose, une molécule de fructose qui sont attachées ensemble comme ça. Avec la digestion, on les sépare. Les molécules de glucose vont dans la circulation sanguine pour faire de l'énergie, pour nécessiter de l'insuline pour rentrer dans les cellules et faire de l'énergie. Mais celle-ci, Sophie nous l'a dit, il n'y a pratiquement que le foie qui peut l'utiliser. Et s'il y en a beaucoup, ben, rapidement, il est dépassé, il est débordé, il transforme ça en gras et il se stocke lui-même. Donc, moi aussi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, ah, moi, je mange, vous savez, docteur, je suis diabétique de type 2, mais je sais pas pourquoi, parce que je mange aucun sucre. Et ces gens-là mangent des fruits, ces gens-là utilisent des dattes. Il y a une grosse mode au Québec, là, il y a des livres de recettes entiers consacrés à tout ce qu'on peut fabriquer avec des dattes. Et je trouve que c'est l'horreur parce il y a vraiment beaucoup de fructose dans des dattes. Et donc, si on donne ça aux enfants, ben, on envoie ça dans leur petit foie qui visiblement ne sont pas capables de gérer autant de fructose. Donc, moléculairement, c'est la même chose. Et aussi, c'est pas nécessairement le meilleur marqueur, la glycémie, ou de penser quelle quantité de penser, ben, ça, c'est un index glycémique bas. Parce que le vrai meilleur marqueur, c'est la réaction du pancréas, c'est l'insuline qui est sécrétée. Donc, moi, quand j'entends dire mangez un bon repas, d'abord les protéines, les légumes, et à la fin, mangez votre gâteau au chocolat, et ça va avoir peu d'impact sur votre glycémie. Je m'arrache les cheveux. En fait, non, parce que j'aime les cheveux, mais ça me fait halluciner parce que je me dis, OK, on n'a pas compris ici que ça va nous faire sécréter la même quantité d'insuline. On utilise le marqueur de la glycémie, de la stabilité de la glycémie, ce qui est déjà quand même bien d'utiliser un marqueur, certes, mais derrière ça, il faut se dire, OK, mais quelle quantité de molécules de glucose et de fructose est-ce que je viens de entrer dans mon corps et quel impact cela va avoir sur mon pancréas? Et si je suis déjà une personne résistante à l'insuline, avec de l'inflammation et tout ça, eh ben, si j'ai bien mangé, que j'ai mangé mon gâteau à la fin, que ma glycémie est belle, on, on regarde pas le bon marqueur, on s'en fiche pratiquement parce qu'on regarde pas le bon marqueur. On est en train de faire des dommages à l'intérieur de son corps et on se fait faussement réassurer par cette glycémie qui est stable. Donc, nous, ce qu'on enseigne dans le livre, entre autres, c'est il faut, il ne faut pas que se fier à la glycémie ou au poids sur la balance. Ce sont deux mauvais marqueurs. Mmh. D'où faire un bilan sanguin, évaluer certains marqueurs comme on a mentionné avant pour vraiment avoir une vision globale, hein. Ça, c'est vraiment important, hein. Alors, sans parler tous les sucres chimiques aussi, le Oui. sirop de maïs, le fructose qu'on peut ajouter, d'autres molécules ou malheureusement, ben, qui sont aussi problématiques. Maintenant, justement, on va quand même aller dans la réalité des gens. Là, je vais vous montrer un exemple de repas sur une journée
d'une personne, en effet, qui donc, au petit matin, se fait des petites tranches de pain blanc avec la confiture, le petit jus d'orange, parce que faut pas l'oublier, c'est quand même un gros classique, hein, qui Oui. dure, qui a la vie dure. La petite banane évidemment à l'encas parce que, bah, il faut quand même un petit apport de glucides et puis ensuite le petit sandwich parce qu'on n'a pas trop le temps de préparer à manger ou on ne sait pas forcément cuisiner, hein, il y a plusieurs, voilà. Bon alors on mange quand même un petit peu de framboise parce qu'on veut, voilà, se dire on fait bien les choses. Il y a le petit verre de coca, la petite boisson, voilà, qui plaît aussi. Les petits brownies, le petit, gâteau aussi, dans en effet l'après-midi et puis le soir, bah, c'est les pâtes, une petite sauce tomate, le petit verre de vin. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Sophie, de cette journée? En fait, c'est une journée assez typique, assez classique. Les gens qui vont manger de cette façon-là ont l'impression de manger santé parce qu'elles ont des fruits, elles ont des vitamines, ça prend des grains céréaliers, il manque C'est faible en mon humble gras. pré c'est faible en gras, effectivement. À mon humble opinion, il manque énormément de protéines dans cette journée. Les Vous parliez rapidement tantôt, Séverine, où en fait on a tous un peu touché le sujet, mais le corps, quand on mange, il y a 3 macronutriments, 3 nutriments qui rentrent en grande quantité et qui sont destinés à faire de l'énergie. Mais plus précisément, si on a déjà des réserves de gras, si on mange 3 repas par jour, de l'énergie, on en envoie par la bouche parce que principalement les sources d'énergie du corps, c'est les glucides et c'est les lipides, le sucre et le gras. Les protéines, ce sont les matériaux de construction-réparation. Les protéines qu'on mange, quand ça arrive au niveau de la digestion, ça devient des acides aminés. Il y en a 20 au total, selon les auteurs, et il y en a qui disent 21. Donc, disons qu'il y en a 20. Sur les 20, il y en a 9 qui sont essentiels. Essentiels, ça veut dire que le corps n'a pas la recette pour les fabriquer. S'il en manque, il faut absolument les manger par la bouche. C'est ça la définition d'essentiel. Les 9 acides aminés essentiels, elles se retrouvent assez facilement dans les sources de protéines animales. Si on va du côté des protéines végétales, ben, il faut les combiner pour avoir tout le spectre des acides aminés essentiels. C'est pas impossible, ça demande juste un peu plus de stratégie. Toujours est-il que quand on mange non une quantité insuffisante de protéines et que notre corps manque en termes de quantité de ces acides aminés essentiels-là, il va faire des choix. Il va aller au plus urgent. Il va dire, ben, et peut-être que vous ne le savez pas, mais les enzymes, ce sont des protéines. Beaucoup, beaucoup d'hormones sont à base de protéines, et beaucoup de neurotransmetteurs, ce qui permet à notre cerveau de bien fonctionner, qu'il soit allumé, qu'il soit capable de mémoriser, d'être capable de s'adapter, d'être capable de ressentir des sentiments positifs. Ça prend des neurotransmetteurs et il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont dépendants de ces acides aminés essentiels-là. Alors, quand on néglige la quantité de protéines qu'on mange, on néglige aussi par le fait même la quantité d'acides aminés essentiels qui entrent dans le corps et le corps doit faire des choix. On croit, Evelyne et moi, que la priorité dans une assiette, peu importe l'alimentation, devrait toujours, toujours, toujours être la protéine parce qu'on envoie tous les matériaux de construction, réparation que le corps a besoin pour bien fonctionner. Puis ensuite de ça, la source d'énergie, bien évidemment, que surtout si il n'existe pas, vous l'avez dit précédemment, mais il n'existe pas une alimentation universelle que tout le monde devrait appliquer à la lettre. Ça n'existe pas. Oui, ça doit être personnalisé en fonction de plusieurs critères, en fonction de l'environnement, du contexte, de l'expérience et tout. Mais toujours est-il que trop de glucides chez la très, très grande majorité des gens, ça va finir par déborder du côté du syndrome métabolique. Et l'expression de ce syndrome métabolique-là va être différent, comme Evelyne nous l'a expliqué précédemment. Mais si on a des protéines en priorité dans l'assiette et qu'on ajoute une source d'énergie, un peu de glucides si vous y tenez, une source de bons gras, le corps va fonctionner d'une façon plus optimale parce qu'il va avoir tout ce que ça lui prend pour fonctionner. Il fera plus des choix où il va se dire, ben, aujourd'hui, on fera pas telle hormone parce que la priorité, là, c'est d'aller entretenir le cœur qui est un muscle. Puis lui, ben, s'il bat pas, on a un problème. Donc, quand le corps a tout ce qu'il faut pour se construire, pour se maintenir, pour être optimal, mais il fonctionne de façon optimale. C'est un peu comme ça qu'on peut inverser le cheminement qu'on avait vers la maladie pour revenir vers
une meilleure santé. Alors, ben, justement, là, je vous présente une alternative parce que souvent les gens, ils ont l'impression de rien pouvoir, en effet, manger. Alors, voilà, donc là, alors avant, on était à 200, non, non, 290 grammes de glucides nets et là, on est passé en effet à 32 grammes. Alors, en dessous même, parce qu'on ben, voilà, on parle plutôt d'être, ouais, en tout cas, vers, en dessous des 100 grammes de glucides nets. Donc là, je suis descendue, hein, on se rapproche en fin de compte gentiment du régime cétogène. C'est pour montrer aussi aux gens qu'il n'y a pas quelque chose de très strict. C'est-à-dire que, mais voilà, il faut que chacun évalue en fin de compte, c'est quoi le dosage pour sa personne qui lui permet de rester dans une bonne santé métabolique. Et là, c'est à la personne de trouver. Donc là, c'était simplement pour vous montrer, mais c'est vrai que sur une galette de son d'avoine avec des œufs, le verre d'eau, on a éliminé le jus d'orange, vous avez compris, je pense, la problématique du fructose. Ensuite, ben, en effet, on ajoute de la graisse. Là, on a de l'huile d'olive, là, on a des noix, on ajoute des graisses, on a le saumon. Ça, en effet, la sensation alors Sophie, est-ce que vous justement, vous pourriez nous parler parce que vous en avez parlé au début, mais c'est vrai que ça, c'est important à mentionner parce que souvent les gens quand on leur dit: «Il faut limiter les glucides» et vraiment ils ont l'impression de se dire: «Je ne vais rien pouvoir manger. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeûner?» mais non, mais pas du tout. En fait, la graisse, la sensation de satiété par la graisse est beaucoup plus importante que par les glucides. Sans compter qu'on n'a pas non plus, ces variations justement, dans la journée au niveau de la glycémie, ce qui fait qu'on a encore, ben, moins faim, en fait. On a une sensation de satiété plus importante. J'aimerais bien que vous nous partagiez, votre expérience justement. Souvent, quand n'importe lequel changement des habitudes de vie vient avec une certaine période de deuil parce que quand on change une habitude de vie, c'est qu'on a quand même eu je vais dire, du plaisir, du bonheur à avoir cette habitude de vie-là. L'alimentation est vraiment, et c'est aussi vrai pour l'alimentation. Donc, ça vient avec certains deuils. On voit beaucoup ce qu'on doit laisser de côté, mais on voit peu ce qu'on va ajouter parce que quand on est dans une alimentation qui est très forte en glucides, on a très peu de gras. On a mis de côté les sources de gras parce qu'on pensait que c'était néfaste, parce que ça nous faisait prendre du poids, parce que c'était mauvais pour le cœur, parce qu'il n'y avait pas de nutriments dans le gras ou en fait tout ce qu'on peut croire. Mais on voit pas de l'autre côté toute la densité nutritionnelle de ce qu'on va ajouter dans l'assiette. Fait que le mot restriction, ça dépend quel caractère on lui donne, parce que de mon point de vue, du point de vue de docteur Bourdieu-Roy, on trouve pas ça restrictif. On mange très, 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 très varié. On fait juste des choix plus judicieux à mettre dans l'assiette. Et comme ce qu'on mange est très dense en termes de nutriments, on a des signaux de satiété qui sont beaucoup plus francs, beaucoup plus clairs, beaucoup plus faciles à discerner et ça nous permet beaucoup plus d'écouter notre corps, les signaux qu'il nous envoie. Donc, c'est un gain en soi. Mais n'importe lequel des changements des habitudes de vie vient avec ce petit deuil-là, cette petite résistance-là à faire un changement et c'est normal, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Et merci parce qu'en tout cas, votre livre justement, bah, il indique les grands, principes donc de la réduction thérapeutique des glucides et aussi les étapes. En fait, vous guidez vraiment, vous accompagnez les personnes, étape par étape, en leur donnant, différentes possibilités, des options et c'est ça qui est bien aujourd'hui. Au lieu d'enfermer les gens dans quelque chose de trop restrictif, ben, non, c'est à chacun en effet de trouver sa voie. Alors, sans compter que dans le livre, vous trouvez de nombreuses recettes, donc vous êtes vraiment accompagné pas à pas. Et il y a aussi une autre chose que j'apprécie dans votre livre, c'est le fait de donner donc différentes solutions. Donc, comment introduire aussi le jeûne intermittent, qui fait partie aussi des solutions. Sophie, dans quel cas vous recommandez le jeûne intermittent? En fait, Evelyne et moi, les 2, on est assez convaincus que nos ancêtres, on n'a pas besoin de revenir à l'homme des cavernes pour dire que lui, il devait chasser puis qu'il mangeait pas tous les jours, là. Nos ancêtres mangeaient pas nécessairement 3 repas et des collations chaque jour, tous les jours. J'ai le souvenir de ma grand-mère qui, souvent, à l'heure du souper, nous disait: «Ah non, j'ai pas faim, je mange pas». J'ai ce souvenir-là, j'étais toute petite. Aujourd'hui, je comprends ça différemment. On était beaucoup autour de la table et peut-être qu'il y en avait pas assez pour tout le monde. Mais toujours est-il que nos ancêtres mangeaient pas 6, 7, 8 fois par jour. Mmh. C'est ce qui a changé le plus au cours des 40 dernières années, l'accessibilité à la nourriture et la surabondance d'aliments transformés
C'est très difficile de se promener sur un boulevard et de pas avoir une offre de nourriture, quelle qu'elle soit. Constamment, on est bombardé constamment de cette consommation d'aliments transformés-là. Quand on mange des aliments transformés, il y a pas beaucoup de valeurs, nutritives à l'intérieur de ça. C'est dénaturé, c'est dénutri. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va en manger en plus grande quantité, mais notre corps, même si on rentre beaucoup de calories, on rentre peu de nutriments, de micronutriments, d'oligo-éléments, notre corps peut pas fonctionner d'une façon optimale de cette façon-là. Donc, si en réalignant notre alimentation en étant nutrie, ça va nous permettre d'avoir moins de repas, moins de hausse de l'insuline chaque fois qu'on mange. Peu importe la nature de ce qu'on mange, même dans un repas très faible en glucides, on va en relâcher un peu d'insuline. C'est souhaitable. L'insuline signale l'état nourri. On veut ça. On veut ça. Elle a un rôle, l'insuline, mais on ne veut pas qu'elle soit en trop grande quantité et trop souvent. Et c'est si on arrive à rééquilibrer, à ressentir la satiété, si on n'a pas faim le matin au petit déjeuner, qu'on se force à manger parce qu'on nous a dit que le petit déjeuner, c'était le repas le plus important de la journée. Moi, j'ai grandi dans cet univers-là. J'ai jamais eu faim le matin. Moi, pour moi, ça a été un cadeau de savoir que je pouvais sauter le petit déjeuner. Alors, qui devrait faire du jeûne intermittent? Les gens qui sont sur le spectre de la santé, du syndrome métabolique pour essayer de réduire au maximum l'insuline, oui, en termes de quantité, mais aussi en termes de fréquence. Les gens qui veulent faire un ménage parce que quand on prolonge le jeûne, ça nous permet d'activer des mécanismes de recyclage, de ménage à l'intérieur du corps qui peuvent pas avoir lieu quand on est à l'état nourri, quand on vient de manger. En fait, puis je vais laisser Evelyne parler des contre-indications plus officielles et formelles de ne pas, parce que c'est plus simple d'exprimer qui ne devrait pas pratiquer le jeûne intermittent que de dire ben, tous les adultes, tous les adultes qui ne sont pas. Fait que je vais laisser Evelyne parler des contre-indications au jeûne intermittent. Jeûne intermittent ou jeûne prolongé, là, nous, ce qu'on enseigne, moi, ce que je recommande à mes patients, puis ce qu'on enseigne, c'est des jeûnes qui vont de 16 heures, donc on saute le petit déjeuner, qui vont de 16 heures à 18 heures, 24, 36, 42, 72, jusqu'à à peu près 3 à 5 jours. Plus de 5 jours, c'est difficile pour la majorité des gens. Il y a des adaptations, il y a peut-être une descente, une remontée qui pourrait être nécessaire dans certains cas. Bon, mais l'idée étant que le jeûne, utilisé non pas comme dans un centre de jeûne avec la randonnée pendant une dizaine de jours, pas ce genre de jeûne-là, plutôt des jeûnes plus courts, mais qu'on va répéter toutes les semaines. Alors, toutes les semaines, je dis à mes patients, ben, si vous voulez utiliser le jeûne comme outil thérapeutique pour votre santé métabolique, soit pour inverser des pathologies qui sont déjà installées ou en train de s'installer, ou soit pour les prévenir, eh bien, si vous voulez utiliser cet outil, il faut le répéter. Il faut, par exemple, que tous les matins de la semaine, vous sautez le petit déjeuner. Et peut-être, selon votre contexte, en plus de ça, parfois, vous sautez aussi le repas du midi. Donc, vous allez de souper à souper ou de dîner, peu importe comment vous appelez ça, le repas du soir Le au pas de repas du soir. soir, un 24 heures. On peut aller plus loin aussi. On peut faire une fois par semaine un jeûne de 42 heures. Ça a longtemps été mon jeûne préféré. J'ai fait chaque semaine, toutes les semaines, 42 heures pendant des années, en plus de sauter le petit déjeuner le matin. Donc, il faut s'adapter aussi au contexte de la personne, à ses désirs, à ses capacités. C'est pas tout le monde qui veut jeûner, bien sûr, mais les personnes qui le veulent et qui le peuvent, c'est un outil extraordinaire pour accélérer l'inversion des maladies chroniques et faire de la prévention. Ça aide à perdre du poids, mais il faut pas avoir un mindset, il faut pas avoir une perspective de je jeûne pour me priver, je jeûne pour maigrir, je jeûne pour me punir parce que ce week-end, j'ai exagéré, donc là, il faut que je compense. Ça, c'est pas la bonne façon d'utiliser cet outil thérapeutique-là. Qui ne devrait pas utiliser cet outil thérapeutique-là? Très certainement les enfants qui sont en croissance. C'est pas le meilleur plan. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, ça pourrait réduire leur production, donc on veut pas ça. Les gens qui sont frêles, fragiles, les gens qui ont très peu de masse musculaire, très peu de réserve de graisse aussi. Donc, s'il y a peu de réserve de graisse, des os, fragiles, peu de réserve musculaire, le jeûne n'est peut-être pas le meilleur outil à discuter avec son professionnel de la santé. Les gens qui ont des troubles cognitifs,
qu'ils se font imposer le jeûne par leurs proches parce qu'on sait que les corps cétoniques sont bien avec, c'est un carburant alternatif dans la maladie d'Alzheimer. Oui, d'accord, mais on n'impose pas le jeûne à quelqu'un d'autre. Donc, on n'impose pas le jeûne à son enfant qui est en surpoids, par exemple, ou à, notre mère qui a l'Alzheimer parce qu'on veut l'aider. C'est pas un outil thérapeutique dans ce temps-là. On l'utilise pas non plus chez des gens qui sont en maladie aiguë. Idéalement, par exemple, une pneumonie qui est traitée par des antibiotiques, c'est peut-être pas le meilleur moment. Si vous avez pas faim du tout, ça va. Les animaux, quand ils sont blessés, ne mangent pas. Ça, c'est une sagesse du corps ancestral avec laquelle on s'est déconnecté, hein. On se fait dire à l'hôpital: «Eh ben, vous devez manger pour reprendre des forces, là, vous devez manger pour guérir de votre chirurgie. Vous êtes malade, mais vous devez manger, sinon comment vous allez faire pour guérir?» Alors que le corps devrait ne pas manger pour allouer toutes ses ressources à la guérison. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Si quelqu'un a une pneumonie, prend des antibiotiques et trouve que c'est un stress supplémentaire de s'imposer un jeûne, ben, c'est pas le moment d'utiliser cet outil. Donc, ce sont principalement ces contre-indications-là. Bien sûr, si quand on jeûne, on se sent très, très mal, ben, il faut pas non plus s'imposer un jeûne qui ne va pas bien, qui ne se passe pas bien. Et rapidement, par rapport au jeûne, je voudrais juste préciser qu'il y a plein de gens qui me disent: «Oh, moi, docteur, je ne peux pas jeûner parce que dès que ça fait 2, 3 heures que je n'ai pas mangé, je me sens vraiment pas bien». C'est sûr que si vous êtes habitué à des montagnes russes de glycémie toute la journée, si vous faites constamment des pics, vous allez faire des creux, vous allez faire des hypoglycémies réactionnelles. Les gens qui font des hypoglycémies réactionnelles ne doivent pas conclure: «Moi, je peux pas jeûner, je fais des hypoglycémies». Ils devraient conclure: «Je fais des hypoglycémies parce que je mange trop de sucre normalement. Si je mange moins de glucides, moins de sucre, je ne ferai plus ces hypoglycémies et là, je vais me rendre compte par moi-même que j'ai moins faim et donc je peux commencer à ne pas manger, étirer la plage de non-alimentation dans ma vie». Mais effectivement que quand on est rendu dans un creux d'hypoglycémie réactionnelle et qu'on est irritable, on a mal à la tête, on a vraiment envie de ben, rendu là, il est trop tard. Il faut manger, mais il faut arrêter de se promener sur ces montagnes russes-là parce que ça entretient l'envie de manger, ça entretient l'hyperinsulinémie, ça entretient la problématique. Donc, il faut stabiliser ses glycémies et quand c'est bien stable, eh ben là, c'est plus facile d'avoir recours à ce merveilleux outil qu'est le jeûne. Et justement, là aussi, on peut y aller, mais de manière progressive. Peut-être qu'en revoyant son alimentation, en enlevant un petit peu de glucides, on ajoute un peu de gras et bien après, jeûner, peut-être dire: «Bah, j'ai l'habitude de prendre mon petit déjeuner à 6 heures ou 7 heures, bah, hop, 1 heure plus tard, je vais le prendre». On peut faire les choses progressivement. On n'a pas à faire les Absolument. choses d'un seul coup et le fait d'être progressif dans les changements et ben, ça vous permet de voir où vous en êtes, d'évaluer et ça, il faut en effet intégrer cette progression, donc ces changements de manière progressive et c'est comme ça que ça se passe bien. Sinon, ben, c'est vrai qu'on risque de se prendre le mur et c'est pas du tout agréable et c'est là qu'on renonce, alors qu'en fin de compte, ben, c'est tout un processus, quoi. Alors, bah, justement, parce qu'on a aussi évoqué les émotions, alors, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est votre approche globale, qui ne se limite pas à l'alimentation, mais inclut l'activité physique, le sommeil, le contact social et les émotions. La gestion des émotions est essentielle pour prévenir des comportements alimentaires négatifs. Et personnellement, moi au cabinet, j'utilise l'EFT, collabore avec d'autres professionnels pour répondre aux besoins spécifiques des patients. Sophie, est-ce que vous aussi, vous travaillez avec d'autres thérapeutes? Ah oui, absolument. On a beaucoup autour de nous, Evelyne et moi, on a un cercle de professionnels, dans à peu près toutes les sphères où est-ce qu'on est capable de travailler en collaboration. Souvent, surtout manger, on mange nos émotions. Souvent, les gens vont dire: «Moi, je suis une bébête à sucre», un bec à miel comme Marion Kaplan le mentionnait. Moi, je suis un bec à miel. On mange nos émotions. On s'est servi pendant de nombreuses années de la nourriture pour s'apaiser, de prendre de l'extérieur pour apaiser une émotion à l'intérieur. Puis on mange pas juste quand ça va mal, on mange quand ça va bien, on mange pour fêter. Il y a beaucoup, beaucoup de nos comportements, de compensation qui sont autour de l'assiette. Ça prend du temps avant de défaire ces petits nœuds-là. Il faut pas penser que
quand on a mangé nos émotions pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, que ça se renverse seulement en claquant des doigts. Cependant, quand on rééquilibre notre assiette, qu'on n'a plus les signaux de faim et de satiété très, très forts, et les signaux de faim, ça fait en sorte qu'on n'a plus le signal qui fait en sorte qu'on doit manger et c'est beaucoup plus facile de faire des meilleurs choix et tranquillement, pas vite, on fait des nouveaux chemins neuronaux qui nous permettent de pouvoir, heu, cesser de manger nos émotions et de plutôt apprécier ce qu'il y avait dans notre assiette. Alors merci, j'avais juste une dernière question à vous poser pour clore cette Oui, interview. Si vous deviez donner un seul message aux professionnels de la santé pour qu'ils changent leur approche face aux maladies métaboliques, quel oui. serait-il? Oh, c'est une bonne question. En fait, je me sens un peu mal à l'aise de faire un message aux professionnels de la santé ou aux médecins. Je suis qui moi pour le faire? Mais je pense que ce serait plus un message d'espoir de dire, de prendre le temps d'aller voir la littérature scientifique et l'expérience clinique de nombreux praticiens de la santé à travers le monde. Vraiment, c'est une communauté grandissante je pense à Dr. Tro aux États-Unis, je pense à Eric Westman aux États-Unis, je pense à Dr. David Unwin qui se trouve à être en Angleterre, Daniel Katambo en Afrique. Puis là, c'est pour ne nommer qu'eux, mais le monde de la santé métabolique, c'est un monde qui prend de plus en plus de potentiel dans le sens où la littérature scientifique, elle est là maintenant. Elle est présente. Il faut aller la lire, il faut en prendre conscience. Et n'importe laquelle des maladies qui arrivent par une habitude de vie qui permet pas au corps d'atteindre son plein potentiel et qui, au contraire, va la faire ralentir et l'amener sur le chemin de la maladie, mais n'importe laquelle de ces habitudes de vie-là peut être renversée et par conséquent, la symptomatique de la maladie aussi. Évidemment, ça dépend de où on en est sur le décours de la maladie, ça dépend d'un paquet de facteurs. Évidemment, je suis pas en train de dire que toutes les maladies chroniques peuvent être renversées, c'est pas ça que je dis, mais je dis qu'elles peuvent à tout le moins être ralenties ou stoppées dans la progression et pour plusieurs personnes, on va même pouvoir inverser le décours vers le retour vers une meilleure santé ou l'optimisation de la santé. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas en train d'attendre après un traitement spécial, on n'est pas en train d'attendre après une nouvelle molécule, un médicament X ou Y. Non, on sait que en ayant une meilleure alimentation, en, en ajoutant du mouvement dans notre vie, en ayant une belle routine de sommeil qui nous permet d'optimiser la qualité, la quantité de sommeil, en faisant une bonne gestion du stress. En 2025, c'est une réalité. On est beaucoup plus stressé, beaucoup plus de stress psychologique qu'on en avait par le passé. On doit trouver des méthodes pour apaiser ce stress-là. On doit cultiver nos relations sociales, d'avoir des cercles dans lesquels on peut partager, qu'on peut discuter, où est-ce qu'on peut se retrouver, être authentique. Et quand on travaille tous ces piliers-là, ben, nécessairement, le corps va mieux, va avoir le goût de s'auto-guérir, d'inverser le cheminement vers la maladie pour l'envoyer plus vers un retour vers la santé optimale. Mais il y a de la littérature scientifique et on peut travailler sur les piliers de la santé. Docteur Bourgeois le fait depuis 2016 avec brio. Alors, merci parce qu'en effet, moi j'ai ce constat en effet qu'il est important de travailler en équipe entre différents thérapeutes, Oui. pour justement permettre à la personne d'être le mieux orientée possible. En Suisse, en effet, il manque de ça. C'est-à-dire que le médecin reste seul, sans avoir de nutritionniste ou d'autres thérapeutes en parallèle et ça, c'est vrai qu'il faut avoir ce travail, d'équipe en soi pour entourer, guider la personne au mieux, en fait. La personne doit savoir qu'elle a le choix.
Oui, Faut savoir oui. qu'elle a un choix. Le choix existe. Mmh. Donc, c'est de renseigner, de se renseigner. Puis on a aussi une responsabilité en tant qu'individu Mmh. de se renseigner, de se faire sa propre idée, de lire, d'écouter des podcasts, d'écouter votre émission, de se renseigner. Et plus on a des sources de renseignements qui convergent, ça nous permet de se faire sa propre opinion et ça nous permet de choisir la direction que l'on veut pour notre propre santé. On a une responsabilité. Et justement, Sophie, si quelqu'un veut vous contacter, alors je sais, Oui, vous êtes au Canada, mais en tout oui, cas, parce que maintenant, vous allez avoir votre certificat, ce que j'ai compris, oui, donc oui, bien sûr. félicitations. Donc, est-ce que je peux mettre un lien, en effet, dans la barre d'information? Est-ce que les gens peuvent vous contacter? Voilà, c'est juste pour... Oui, absolument. J'ai une clientèle, européenne, mes heures de pratique sont dans la journée au Canada, mais ce qui se trouve à être dans votre après-midi ou votre soirée, ce qui vous permet là et toutes mes rencontres sont sur Zoom justement, donc ça nous permet d'être transatlantique. C'est parfait ça. sophieroland.ca, c'est mon site web. À partir de mon site web, vous avez un formulaire pour entrer en contact avec moi. Je vais vous envoyer le lien pour prendre un rendez-vous. Tout se fait automatiquement, c'est relativement simple. Oui, et j'en profite pour préciser que Evelyne, alors elle, par contre, elle ne peut prendre en charge que des personnes qui sont au Canada. Dans tous les cas, je vais mettre donc les liens dans la barre d'infos. Vous retrouvez l'ouvrage Le grand livre de la santé métabolique sur Payot, Fnac, Amazon et d'autres plateformes. En tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne lecture, découvrir de nouvelles solutions Merci. pour retrouver une pleine santé métabolique. En tout cas, merci, ce fut vraiment un plaisir et un honneur. Donc je vous dis à très bientôt. Merci Séverine pour l'invitation. C'est un privilège pour nous de pouvoir, être là avec toi aujourd'hui. Merci infiniment. Je vous remercie. Ça m'a fait grand plaisir de participer à cet entretien, cette belle discussion. Alors, merci pour cette invitation, Séverine. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.